Bonsoir, deuxième débat de cette soirée spéciale élection municipale, toujours en collaboration avec nos confrères du réseau France Bleu. Et Vincent Hulin de France Bleu Poitou est à mes côtés pour co-animer ce débat. On s'intéresse à Niort, le chef-lieu des Deux-Sèvres compte 58 707 habitants. Ce sont les derniers chiffres publiés par l'INSEE, l'Institut national de la statistique. Et pour ce scrutin, pas moins de 45 conseillers municipaux sont à élire les 15 et 22 mars prochains. Voici les 4 listes en présence de leurs représentants. Jérôme Baloche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant. Votre liste s'appelle Niort Tous Ensemble. Vous représentez pour un second mandat. Et vous êtes membre du mouvement handicap, mais vous êtes également soutenu par le parti La République En Marche et les Républicains. Un soutien qui n'est pas officiellement demandé, mais que vous prenez quand même. Jérémy Robineau, bonsoir. Bonsoir. Vous formez un binôme avec Elsa Fortage. Absolument. Vous êtes chargé d'assistance d'une entreprise bien connue des Niortaises et des Niortais. Je m'arrête là. Votre liste s'appelle Solidaire par nature, une liste soutenue par la France Insoumise, le Parti communiste, Ensemble et le Parti de gauche. François Gibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise à la retraite. Vous conduisez la liste Niort Énergie Nouvelle. Vous êtes adhérent à Europe Écologie Les Verts depuis 2012. Exactement. Une liste soutenue par le Parti Socialiste, les Radicaux de Gauche, Place Publique et Europe Écologie Les Verts. Je précise pour nos téléspectateurs également que c'est la première fois en ce qui vous concerne et en ce qui vous concerne que vous êtes tête de liste pour une élection municipale. Et aussi Nouvelle Donne. Également. Oui. Précisé. Enfin, quatrième invité sur ce plateau. Vous êtes un visage connu dans le paysage niortais. Jean-Romé Charbonneau, vous êtes employé de banque à la retraite, conseiller municipal, conseiller communautaire. Vous défendez les couleurs du Rassemblement national et votre liste s'appelle Rassemblement pour Niort. C'est la 5e fois, je crois, que vous vous lancez aux élections municipales à Niort. Tout à fait. Et je suis conseiller régional et je suis la seule liste qui ne soit pas soutenue par les socialistes. Vous avez complété votre biographie rapidement. Merci à tous les 4 d'être présents sur le plateau de France 3. Et durant donc ces 45 minutes, Vincent Hulin, qu'allons-nous aborder comme thème ? Plein de thèmes, la mobilité, le bus gratuit forcément, mais aussi le vélo, l'éducation, on en parlait tout à l'heure, avec notamment le renforcement du pôle universitaire à Niort. Comment peut-être avoir plus d'étudiants ? Est-ce que ça passe par l'enseignement privé ? Mais pas que, l'attractivité de la ville et ses grands chantiers, la sécurité dans les quartiers, parfois ces problèmes de trafic de drogue, ces violences, comment y remédier, plus de police, plus de vidéos, et enfin un mot bien sûr sur la fiscalité et les impôts. Alors, avant d'aborder tous ces thèmes, on va quand même faire de la politique, parce qu'on est là aussi pour ça. Cette campagne a été marquée par des coups de théâtre, notamment à gauche, des divisions, des ralliements de personnalités socialistes au maire sortant, et puis un Rassemblement national qui n'a jamais eu autant de mal à constituer une liste. C'est par vous que je commence, Jean-Romé Charbonneau. Vous avez été le premier à vous déclarer le 13 décembre, et vous êtes le dernier à avoir déposé une liste. Comment ça se passe ? Je pensais que c'était toujours un honneur de solliciter les citoyens, nos compatriotes, pour leur dire, écoutez, vous allez être associé avec moi sur une liste, vous allez mener un combat politique, qui est celui de la défense de la France, de l'identité française, de lutter de tout ce qu'on pourra contre les méfaits de l'immigration. Et puis, beaucoup de mes compatriotes m'ont dit, non, oui, c'est intéressant, mais on est d'accord avec vous, d'accord avec toi, mais se mettre sur une liste, etc. Donc aujourd'hui, il y a une désaffection, et cette désaffection, elle se ressent dans tout le pays, dans toutes les villes, pour toutes les listes. Et regardez les maires qui ne peuvent même pas avoir un successeur. François Gibert, pourquoi les deux collectifs qui sont ce soir présents sur le plateau n'ont pas réussi à faire qu'une seule liste finalement ? On a bien essayé. C'était un peu dommage. Pour resituer l'histoire, quand on a commencé notre travail l'objectif, c'était de reconstruire quelque chose à gauche autour d'un axe écologique. On a commencé ça en juin et on n'avait pas en perspective spécialement les municipales. Et donc, les réunions de travail ont commencé, notamment avec pas mal de gens qui avaient envie de s'investir, qui n'étaient pas du tout encartés politiquement. Et puis, bien sûr, il y a eu des militants de la France Insoumise ou du PC. Et donc, on a pas mal travaillé sur le programme pendant 3 mois. Mais vous n'avez pas réussi à vous entendre. On n'a pas réussi à nous entendre. Jérémy Robineau, à qui la faute ? C'est aux appareils politiques, c'est un problème d'égo ? Racontez-nous. Non, rien de tout ça. Je dirais qu'il y a plus quelque chose qui est de l'ordre de la différence culturelle, de la différence de fonctionnement ou dans le fonctionnement démocratique du collectif. On n'avait pas forcément les mêmes manières de fonctionner et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on présente 2 listes notamment. Jérôme Baloche, en ce qui vous concerne, alors vous engrangez le soutien et pas des moindres, de 2 ex-socialistes. Je dis ex puisqu'ils ont été exclus il y a quelques jours. Donc Nicolas Vido et Rodolphe Challet. Alors, pour les anciens, c'est 2 ex-membres du cabinet de l'ancien maire de Niort, Bernard Bellec, qui par ailleurs vous soutient d'ailleurs, Bernard Bellec. Tout cela ne fait pas vraiment nouveau monde, non ?
Tout ça fait l'esprit de rassemblement qui était celui de 2014, où on a apporté une liste large avec Alain Baudin, ancien maire socialiste de Niort, et puis bien sûr plein d'autres sensibilités, parce que quand on travaille pour une liste, eh bien, on rassemble les gens, et ça donne une vraie force pour travailler au quotidien. On est tous d'accord pour Niort. Et moi, j'ai, depuis 6 ans, fort du mandat qui m'avait été donné, exercé comme un maire libre. Et aujourd'hui, je suis un candidat à nouveau sans étiquette, qui rassemble en effet largement, parce que c'est comme ça que Niort avance. Et c'est dans cet esprit que je continue. Notre campagne, aucun parti ne la finance. Je suis un maire libre et un candidat libre plus que jamais. C'est pour ça que je rassemble. Alors, abordons le premier thème de cette émission, ce sont donc les transports publics et la mobilité. Avant de vous entendre, bien sûr, sur ces thèmes importants, voyez le reportage de Dominique Laveau et Cécile Bonté-Baraccia. Faciliter la mobilité des 60 000 Niortais. Accompagner les changements sociologiques dans ce domaine avec souvent en toile de fond l'environnement. C'est l'objectif des 4 listes en course pour les municipales à Niort. Nous leur avons proposé de nous expliquer leur politique en matière de transport. Quand on parle de transport à Niort, impossible de ne pas évoquer le bus 100% gratuit. Bonjour. Mis en place en 2017 par le maire Jérôme Baloge, il permet à n'importe quel usager de voyager sans ticket. Aujourd'hui en campagne pour sa réélection, le candidat radical ne cache pas sa fierté. On n'a pas réduit le nombre de chauffeurs, le nombre d'équipements. Donc la gratuité, on était en capacité de la faire parce que nos bus étaient vides. Aujourd'hui, chacun peut se rendre compte le matin, le soir et même en journée que les bus sont remplis, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'était de l'argent public transformé en CO2 de façon inutile. Pourtant, ses adversaires dénoncent un réseau moins performant depuis que les bus ne sont plus payants. C'est 18% de nouveaux entrants, mais 13% ou près de 13% de gens qui ont abandonné le bus pour prendre leur voiture. Et ça veut dire qu'on n'a pas apporté l'offre adéquate. Il y a beaucoup de choses maintenant à améliorer. Les dessertes, la rapidité, le changement, ça sont des choses vers lesquelles il faudra chaque année faire des constats et évaluer. La liste soutenue par la France Insoumise, elle, souhaite aller plus loin. Son spécialiste mobilité, Yann Gézéquel, nous explique comment. Par exemple, à la gare, notre idée, c'est de créer un pôle multimodal pour que tous les transports en commun soient au même endroit, avec comme but, c'est offrir une alternative crédible à la voiture pour que la ville soit plus apaisée et moins polluée. Des critiques, des évolutions, mais surtout une promesse. Aucun des candidats ne remettra en cause la gratuité des bus à Niort en cas d'élection. Autre thème majeur de ces municipales niortaises, le vélo. Sa place et son développement en ville sont au cœur des débats. François Gibert, le candidat écologiste soutenu par le PS, veut tripler le nombre de cyclistes à Niort grâce à de nombreux aménagements. Des pistes en site propre, notamment pour les entrées de ville, et aussi pour aller par exemple, là on est sur la route du vélo française, pour aller un peu plus loin dans le Marais Poitevin. Et c'est aussi dans la ville des pistes bien balisées, continues, pas forcément en site propre, mais si elles ne sont pas en site propre, il faut accompagner d'une zone 30 à côté. Même objectif pour la liste solidaire par nature. Elle veut encourager l'écomobilité par tous les moyens. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de développer ces vélos en libre service, mais surtout de les rendre gratuits. Parce que pour qu'il y ait une cohérence entre, vous avez les transports en commun gratuits, il faut que les vélos en libre service soient gratuits. Le maire sortant rappelle que 600 vélos électriques sont disponibles par abonnement depuis qu'il a été élu. Les associations de cyclistes déplorent pourtant le manque de pistes dédiées. Mais les choses vont changer, assure le candidat de centre droit. L'enjeu pour les 6 ans qui viennent, ce sont les infrastructures. Mais on ne peut pas faire en 6 ans ce qui n'a pas été fait en 40. Donc l'enjeu est pour demain est là. Rendre la ville accessible au vélo. Seul candidat vélo sceptique, celui du Rassemblement national. Jean-Romé Charbonneau ne veut surtout pas oublier les automobilistes. J'en pense, si vous voulez, que c'est qu'il y a un côté bohème et bourgeois. Tout le monde se dit, tiens, j'ai un vélo, donc je suis libre. Le problème, c'est que le vélo, quand tout le monde va circuler en vélo, ça va gêner les automobilistes, qui, eux, ont un droit aussi de circuler dans les villes. Bilan de tous ces programmes électoraux, plus de transports en commun et de mobilité douce. Mais le chantier est immense. 9 trajets sur 10 aujourd'hui à Niort se font encore en voiture.
Retour sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes pour ce débat spécial élection à Niort. Vincent Hulin. Concernant ces transports publics, ici sur ce plateau, personne ne remettra en cause la gratuité des bus, notamment vous, Jérémy Robineau? Oui, c'est ce qu'on entendait dans ce reportage. Effectivement, aucun des 4 candidats ici ne remet en cause la gratuité. Nous non plus, on considère que c'est une avancée sociale. Mais il y a un mais? Il n'y a pas de mais du tout. Au contraire, non, c'est quelque chose qu'on défendait déjà. C'était une bonne idée? Ah oui, tout à fait. C'est déjà quelque chose qui était défendu en 2014 lors des précédentes élections municipales par certains de nos colistiers. Et ça s'inscrit parfaitement dans notre vision des transports en commun. François Gibert, même chose? Une petite nuance. La gratuité, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. C'est un moyen pour que on transfère une partie des déplacements qui sont actuellement en voiture, donc grandement polluants, sur du bus et puis du vélo. Et donc la gratuité est de cet outil, sachant que le prix du billet couvrait à peine 10% du prix. Donc c'est cette situation-là qui fait que la gratuité est un outil. Par contre, si on n'accompagne pas d'une offre suffisante, on a un demi-échec ou un échec, parce que je considère comme un échec, c'est-à-dire 25% de fréquentation, alors que des villes comparables font 85 ou 100%. Alors, Jérôme Baloche, vous êtes l'instigateur justement de cette mesure. C'était votre programme, on va dire, la mesure phare sortie du chapeau en 2014. Oui. Ça a été effectivement une surprise pour beaucoup de candidats lorsque vous l'avez proposé. Vous l'avez mise en place en 2017, oui. Donc on a dit 3 ans de fonctionnement. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas de Niort, mais qui nous écoutent et qui nous voient, qui paye en dernier ressort? C'est le contribuable niortais? Ce sont les entreprises du Niortais? On n'a pas augmenté les impôts. Il faut que chacun le sache. Le même niveau de fiscalité, de contribution des entreprises financé à quelle hauteur? 1,05, le taux le plus bas de toutes les agglomérations de Poitou-Charentes, et même au-delà, finance aujourd'hui un transport gratuit. Parce que le ticket, le prix du bus de 10%, ne correspondait à pas grand-chose du coût d'exploitation. Donc ça a été possible chez nous. Pour être concret, ça vous rapporte combien la gratuité? La gratuité, c'est pas la gratuité qui nous rapporte, mais le versement transport rapporte un financement d'à peu près 15 millions d'euros. Et avec l'ancien opérateur Transdev, qui justement l'ancien système, ça vous coûtait combien? On faisait avec moins. Il y avait, parce que le VT est progressif, dynamique, on a une économie dynamique à Niort, et donc il y avait 13 à 14 millions. Aujourd'hui, on est à 15 millions de recettes avec un taux inchangé, parce que l'économie se porte bien, et que les entreprises embauchent, et donc payent cette taxe transport. Mais aucun impôt du particulier ne finance le transport gratuit. Et du coup, comment vous faites pour tenir sur la gratuité quand les économistes du transport, le groupement des autorités responsables de transport, les opérateurs Transdev, on en parlait un instant avec Keolis, vous tombent un petit peu dessus et vous disent que c'est une aberration, non? Non, je suis très souple là-dessus, je ne suis pas un idéologue de la gratuité. À Angers, le tramway, c'est très bien. À Paris, le métro, c'est très bien. Ils n'ont pas les moyens de se payer la gratuité. Nous, à Niort, dans une ville moyenne, comme dans d'autres villes comme Châteauroux, Libourne, etc., Dunkerque, on peut se permettre la gratuité parce qu'on a ce modèle-là. Et c'est possible. Chacun doit être innovant dans la mobilité et ce mandat aura été très innovant en matière de mobilité sur le plan du bus, sur le plan du vélo. Rendez-vous compte seulement que dans la capitale de l'assurance auto, aujourd'hui, on avait en 2014 des bulles vides, aujourd'hui on a 1,5 million voyages en plus qu'avant la gratuité. C'est extraordinaire, c'était une provocation et c'est une réussite. Et c'est surtout une révolution sociale pour beaucoup de nos concitoyens. Jean Charbonneau, sur ce thème d'ailleurs, vous êtes le seul sur ce plateau à réclamer le retour de la voiture en ville. Ce qui est la moindre des choses. Les villes ont été construites autour de la voiture. C'était la voiture à cheval, c'est maintenant la voiture... Mais vous n'avez pas l'impression d'être en décalage? Pas du tout. Les villes ont été faites de rues, d'avenues, sur lesquelles roulaient des voitures, je vous dis, à cheval, ou électriques, ou à moteur. Alors effectivement, le moteur est polluant. Ce que je voudrais dire sur ce transport, ce que je n'aime pas, c'est le côté gratuité pour tous. On a l'impression que c'est un cadeau merveilleux de Monsieur le maire et de son équipe toute seule, alors j'ai été favorable à ce mode de transport. Une fois que j'ai plus compris et un peu mieux vu, je n'aime pas on a l'impression que c'est un don de la mairie, si vous voulez, la gratuité du bus. Or, c'est comme l'a dit Monsieur le maire, l'a rappelé Monsieur le maire, c'est une dotation des entreprises pour transporter le personnel des entreprises. Niort a la chance d'avoir un nombre considérable de sièges de mutuelles qui ont donc, comme chacun sait, beaucoup d'argent, donc elles payent ce transport. Sur un coefficient qui visiblement est assez faible par rapport à d'autres assez faible, ça couvre le transport. Il faudra que ça continue de couvrir aussi les transformations, les améliorations, et non seulement des autobus... Mais votre vraie différence sur la question, c'est quoi?
Ma vraie différence, c'est que, par exemple, je voulais finir sur le vélo. Est-ce que le vélo est pris en charge dans ce mode de financier des entreprises, ou est-ce que c'est encore un cadeau merveilleux de Monsieur le maire à la population? Ma différence, et ce que je voudrais affirmer, moi, sur le mode de transport, c'est je tiens énormément à ce qu'il y ait le respect de la sécurité. Je sais que ces autobus sont équipés de 3 caméras à l'intérieur. Fonctionnent-elles, sont-elles reliées à un véritable central de sécurité? Juste après. Mais on était sur le transport, c'est pour ça que j'en Non, permets. mais vous y rajoutez la touche sécuritaire. J'y rajoute la touche sécuritaire. Sur la mobilité, François Gibert, ça sera l'un de votre premier chantier peut-être? Oui, parce que ce qui est intéressant dans cette évolution qui est pas bonne, c'est parce qu'on a essayé de comprendre. Les étudiants de l'IUT qui ont fait une étude statistique sur 1500 personnes quand même, hein, donc c'est important, et ils ont montré qu'il y avait 17% de nouveaux usagers du bus gratuit, mais que dans les 17%, il y avait la moitié qui venaient de pied et vélo. Donc il n'y en a que 8 ou 9% qui ont abandonné leur voiture. À l'inverse, il y en a à peu près 12% qui ont abandonné le bus parce qu'ils avaient moins de fréquence ou des horaires qui ne leur convenaient pas ou des bouchons. Tout le monde n'était pas satisfait. Et donc tout le monde n'était pas satisfait. Et donc en fait, en bilan global, la voiture est restée stable. Juste pour rappeler que c'est une enquête diligentée par l'association La Marche pour le Climat quand même. Tout à donc, fait. Finalement, les conclusions, elles devaient aussi correspondre à vos attentes quelque part, non? Non, c'était objectif, totalement objectif. Ça a été fait avec une rigueur scientifique, disons, de l'université. Oui. Et donc tout le panel et tout ce qui a été présenté est accessible au public. Je ne dis pas que ça est fait par Internet pour une part et par consultation sur la voie publique aussi, mais vous pouvez y accéder, c'est quand même révélateur de ce qu'on ressentait. Jérémy Robineau, justement, sur ce thème-là, même priorité, le vélo, la mobilité, l'amélioration du service de bus, puisque sur la gratuité, il n'y a pratiquement plus de débat. Vous êtes pour l'extension également des pistes cyclables à Niort? Oui, déjà, juste pour revenir sur le bus, voilà, on a aussi ce constat, c'est-à-dire en interrogeant les usagers simplement, et on le dit, le bus, il est aussi à destination des travailleurs. Il y a un besoin aussi qui est clairement identifié, que le bus passe plus tôt le matin, qu'il passe plus tard le soir, qu'il circule aussi le dimanche, que les plages horaires soient étendues. Quand on est allé dans les quartiers, notamment au Clos Boucher, une aide-soignante qui travaille en centre-ville nous disait voilà, moi le dimanche, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller à pied parce que je n'ai pas d'autres moyens de me déplacer. Donc voilà, sur le bus, il y a une nécessaire amélioration du service. Sur la mobilité, et sur la mobilité au sens en large, général. effectivement. Sur la mobilité en sens large, le bus, voilà, c'est un des moyens dans les transports en commun qui va permettre d'offrir une offre globale de mobilité. Le vélo en est un élément, notamment... Et c'est une ville qui s'y prête aussi, non? C'est une ville qui peut s'y prêter. Il y a des choses à faire, c'est-à-dire... au niveau des transports, on a le bus effectivement qui offre déjà un premier niveau de mobilité. Le vélo peut venir en complément, mais le vélo, il va falloir développer des aménagements pour qu'on puisse le faire en toute sécurité. Deuxième thème de cette émission, de ce débat, c'est la sécurité. C'est un thème qui divise. Vous avez tous des positions sur cette question-là. Jérôme Baloge, vous avez pris la décision d'armer vos policiers municipaux de lanceurs de balles de défense. C'est une position qui a été critiquée par vos adversaires. Vous avez décidé d'installer des caméras de surveillance dans le centre-ville. Est-ce qu'il faut y voir ici une relation de cause à effet avec les différents affaires de trafic de drogue qui ont émaillé la ville de Niort ces derniers temps, et notamment en août dernier, des trafics de grande ampleur, hein. La question est simple, est-ce que la peur a changé de camp depuis que vous avez pris le thème de la sécurité à bras-le-corps, oui ou non? En effet, on a pris le thème de la sécurité à bras-le-corps, parce qu'avant, c'était le grand tabou. Et pourtant, avant, il y avait des bandes dans le cœur de ville. Et dès lors qu'on a installé... Pas que dans le cœur de ville. Pas que, mais notamment. Et dès lors qu'on a installé les caméras de vidéoprotection, le centre-ville a retrouvé une vraie quiétude. En fait, ce qu'on a fait durant tout ce mandat, c'est de renforcer, de compléter toute la chaîne de sécurité publique. On a renforcé la police municipale. On va renforcer et créer une brigade de nuit, une brigade canine. On a développé des moyens de défense, c'est vrai, parce qu'il faut que les agents, les policiers municipaux, qui viennent souvent en complément et en association avec la police nationale, qui a le premier rôle dans cette affaire de sécurité publique. Et puis on a apporté la vidéoprotection qu'on va également étendre sur la colline Saint-André, sur le Clos Boucher, pour répondre à des besoins de sécurité, parce que notre programme est très environnemental, très social, mais la sécurité publique est également un enjeu très fort dans cette campagne, parce que la société tout simplement change. À Niort, comme à Angoulême, comme à La Rochelle, comme à Poitiers, comme partout en France. Et la responsabilité qui est la nôtre, maire, c'est de répondre à ces besoins des habitants, à répondre à un besoin de service public, qu'est la sécurité publique. Et mettre un terme au sentiment
sentiment d'impunité, parce que ça aussi c'est important, est-ce que ça, qui parfois prévaut dans ces quartiers? Mais c'est un des grands avantages de la vidéoprotection, c'est qu'il n'y a plus d'impunité. Quand l'acte se commet, s'il n'est pas dissuadé, il est puni. Et on a des preuves manifestes. Enfin, le ministère de la Justice pourrait vous le dire mieux que moi. C'est une réalité aujourd'hui sur Niort, et c'est tant mieux. Et toutes les agglomérations de Poitou-Charentes sont aujourd'hui vidéoprotégées. Jérôme Robineau, sur ces questions de sécurité, vous ne dites pas de LBD, de lanceurs de balles de défense pour les policiers municipaux, mais plus de médiateurs dans les quartiers. Oui, voilà, c'est comme ça que vous répondez à la question de la sécurité? On défend une autre approche, c'est-à-dire la question de la sécurité, c'est aussi la police nationale qui va charger de tout ce qui est justement trafic de stupéfiants. Nous, on voudrait... vous les avez entendus, ils n'ont pas de moyens, pas sous-effectifs. D'ailleurs, il y a eu des renforts l'été dernier. Il y a eu une vraie polémique qui a monté la crise grave à Niort. C'est pas qu'à Niort, mais un manque de moyens. Ils sont 12, par exemple, au commissariat de Niort. Vous pensez que c'est suffisant pour... Non, on peut le déplorer, mais nous, on a plutôt une vision de la police municipale. On souhaiterait réorienter ses missions donc vers plus de médiation, plus de présence humaine dans les quartiers, une approche qui serait dans la prévention plutôt que dans la répression. Et ces médiateurs ont en charge, ils pourraient enrayer le trafic de drogue. Vous pensez qu'ils ont cette capacité-là ou pas? Parce que visiblement, là, le problème est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Comme je disais, en fait, la police, c'est plutôt l'affaire de la police nationale. La police municipale, elle viendrait dans un rôle de prévention. Elle serait formée, notamment, on voudrait orienter ses missions, elle serait formée à l'accueil des personnes victimes de toutes les violences, des violences sexistes, sexuelles, homophobes, lesbophobes. C'est une des missions vers lesquelles on pourrait orienter la police municipale. Et puis les moyens qui sont affectés à la majorité actuelle par la vidéosurveillance et l'armement seraient donc réorientés vers cette présence humaine, notamment donc par des moyens tels que des éducateurs, des médiateurs de jour et de nuit, selon les quartiers. Et vous placez aussi les centres sociaux au cœur de votre dispositif dans les quartiers. Ils ont été malmenés sous cette mandature, racontez-nous. Oui, il y a eu des baisses de budget et il faudrait réévaluer les budgets des centres sociaux culturels. En effet, c'est quelque chose que l'on défend. On a rencontré des usagers de centres socioculturels également. Voilà, c'est un bilan qui est fait. Après, nous, on n'est pas à dire qu'on répond à des problématiques de sécurité par mettre des moyens dans les CSC. Ce n'est pas du tout notre sujet. On est d'accord pour dire qu'il y a un problème de sécurité, que tous les habitants ont le droit à la tranquillité dans leur rue, dans leur quartier. François Gibert, pour la sécurité publique, vous faites appel à la police nationale, mais les effectifs sont insuffisants. Je vais quand même dire une chose sur les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance n'ont jamais été une solution pour prévenir la drogue. En fait, moi je le vois très bien, j'habite la colline Saint-André, on a mis des caméras de surveillance dans la rue du Rempart. Les trafiquants de drogue ou les dealers, ils se sont déplacés de quelques mètres. Même si on en remet une dizaine, ils vont se déplacer ailleurs. Donc la caméra de surveillance n'est pas la solution pour le trafic de drogue. Donc plus d'hommes sur le terrain? Alors, précisément, et je préférerais que dans une police municipale, les gens soient utilisés, au lieu d'être derrière les caméras, regarder quelque chose qui va peut-être se passer, ou vérifier éventuellement un truc qui s'est passé, pour autant que l'image soit nette. Je préférerais que les gens soient par quartier, en contact avec la population. Nous étions, notre local de campagne... Le jour et la nuit, parce que souvent les trafics, c'est la nuit. Bien sûr. La police ne peut pas être partout, tout le temps. J'ai dit 12 policiers municipaux pour le commissariat de Niort, nationaux, c'est pas beaucoup. 12 nationaux, dont 2 qui doivent rester au commissariat central. Et je crois que actuellement, on a quoi, 12, 14 policiers municipaux? Ah, bien plus. Non, un peu le double. Le double, 26, bien plus que 28. Justement, je préférerais que ces gens-là, au lieu de se promener comme des Robocop, je préférerais qu'ils soient dans les quartiers et plus en lien avec notamment les gens qui habitent le quartier. Parce que les gens qui habitent le quartier, ils ont besoin de contact. Ils ont besoin de contact. Non, monsieur Balage. Toutes les semaines. Oui, on est dans les quartiers. La prévention spécialisée. Non, monsieur Balage. Je vous ai vu arriver avec 3 Robocop autour de vous. Elle a été éliminée par un prédécesseur. On l'a rétablie. Toute cette chaîne. Et on va en effet rétablir une police municipale de nuit, ce qui n'a jamais existé, qui va répondre à des enjeux de tranquillité publique que les Niortais attendent. Vous ne pouvez pas dire que la police municipale n'est pas présente. C'est vraiment une police de proximité. Elle est présente, mais pas comme il faut. Et heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là, parce qu'en effet, on manque de la présence de l'État à Niort comme dans toutes les villes de France. Ce sera un grand thème des prochains mandats. Vous savez que dans les quartiers, il y a des relais de personnes qui sont des référents pour des communautés, etc., et qui parlent. Et que ces gens-là n'ont pas d'interlocuteur. Ils ont besoin d'interlocuteurs. Et ce lien de la police municipale dans le quartier, avec les représentants des CSC, avec ces référents-là, qui connaissent et qui savent très bien, qui ont du poids sur les délinquants et la délinquance possible, ça c'est important, c'est le cœur du problème, et on est plus dans la prévention que dans la répression. C'est comme l'air et l'eau. Enfin, l'eau, si on continue de polluer l'eau, et qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour dépolluer. Alors, on va laisser le temps de parole à Jean-Romé Charbonneau. Sur cette question de la sécurité, vous l'avez découvert, vous, ou pas du tout?
Il y a problème longtemps. d'insécurité. Comme j'y suis très sensible, et puis comme je regarde la télévision tous les jours, je vois qu'il y a un grand danger qui s'annonce à l'horizon, un problème de guerre qui est celui déclenché par le sultan Erdogan de Turquie, qui ouvre les frontières, et forcément le problème qu'il y aura... spécifique de Niort. Oui, mais le problème spécifique de Niort, ça ne consiste pas non plus à dire qu'il n'y a pas de migration, ça ne consiste pas à dire qu'il n'y a pas de migrants, qu'il n'y en aura jamais, qu'il n'y en aura jamais plus. Donc vous Moi, faites je la pense corrélation entre migrants, immigration et insécurité? Eh bien, par définition, des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui sont la proie des trafiquants, il y a des gens quand même, un paquet de gens qui n'ont pas de boulot, qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas qui n'ont rien, qui ne savent même pas parler français. Je l'ai vu à la Tour Chabot l'autre jour. Alors, donc, une fois que le constat est fait, Jean-Romy Charbonneau, pour être précis, puisqu'on a parlé, et qu'est-ce que vous proposerez? Alors, on a entendu des propositions d'ici ou là sur ce plateau. En ce qui concerne, par exemple, le rôle du maire, qui est officier de police judiciaire, c'est pour ça qu'il a une écharpe tricolore. Lorsqu'il y a, et c'est ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, lorsqu'il peut y avoir un arrivage de migrants venant de Paris aux ordres du ministre de l'Intérieur, qui dit, voilà, on ne peut plus stocker à Paris, il faut envoyer en province. Comme ça s'est fait pour un grand nombre de populations africaines ces derniers mois, il est possible que monsieur le maire, qui est officier de police judiciaire, dise au préfet, je n'ai pas de logement, je ne veux pas, je ne souhaite pas, je n'ai pas les effectifs suffisants de police nationale alors que j'utilise ma police municipale un certain nombre de choses. C'est très important ce sujet, J'entends, mais juste une question, est-ce qu'on peut connaître une mesure que vous prendriez, vous, Jean-Romy Charbonneau, au soir du 22 mars, si... Bien évidemment, ça sera toujours aller plus dans le sens de l'augmentation des effectifs de la police municipale et de... Armée ou pas armée? Bien évidemment armée, puisque monsieur le maire l'a armée, on ne va pas la désarmer. Et on a grandi en effectifs, on ne va pas baisser les effectifs de la police, surtout que la police nationale n'augmente pas. Je prendrai comme mesure également l'extension systématique de la vidéosurveillance, qui n'est pas uniquement pour surveiller les couples qui rentrent la nuit chez eux, mais pour surveiller les abords de Niort, où il y a un certain nombre de décharges de décharges illégales qui se font, pour surveiller bien évidemment les trafics. Et quand vous me disiez tout à l'heure, c'était l'été dernier qu'il y avait les trafics de drogue à Niort, c'était encore la semaine dernière, des interpellations. Donc là, il y a non seulement un rôle de surveillance, mais il y a un rôle de répression. Et le maire, officier de police judiciaire, doit pouvoir porter plainte contre tout trafiquant qui est sur sa commune. Voilà, c'est entendu. Alors, je voudrais ajouter un sujet, une remarque sur la question des LBD. On est bien d'accord que nous, du fait qu'on réoriente les missions de la police municipale vers plus de prévention, elle n'aura plus l'autorisation d'utiliser ces LBD. Vous les retiriez. Mais bien sûr, je rappelle que les LBD... Même chose pour vous? Je voudrais compléter quand même que les LBD, c'est une arme qui a mutilé 69 journalistes et manifestants dans le cadre du mouvement social des Gilets jaunes, et que c'est une arme qui est classée comme arme de guerre par la législation française. Entendu. Si vous le voulez bien, on va parler de l'attractivité, parce que le temps nous presse un peu. Des grands chantiers pour la ville de Niort, Jérôme Baloge, si j'ai bien regardé dans le calendrier à venir, 2020 donc, verra s'achever les travaux, notamment on a beaucoup parlé de Port-Boineau. C'est votre projet un petit peu phare de la première mandature. À quand l'ouverture pour le grand public? Juin 2020. Et on y découvre quoi du coup alors? On va y découvrir toute une partie, puisqu'il y a une partie maisons patronales et fabriques qui seront ouvertes au public un peu plus tardivement. Mais par contre, toute la partie hangar, le séchoir, c'est l'accueil c'est une friche de 25 000 m² qui a été complètement végétalisée. 10 millions d'euros, c'est ça? Un peu plus, oui. avec des financements de l'État, de l'Europe, pour la dépollution du site et pour la transformation. C'est un lieu qui va accueillir, c'est un tiers-lieu en quelque sorte. C'est une grande fierté pour vous? Je crois que c'est un lieu très attendu par les Niortais. Je l'entends très régulièrement. C'est une ouverture de la ville. C'est un lien entre différents quartiers. C'est surtout la foi qu'on a eue dès le 2014, avant même ces effets canicules de 2019, qu'on devait construire un urbanisme vert. Ça veut dire c'est la fin des chantiers pour prolonger la question de Vincent Hulin, piscine du Pré-le-Roi également en livraison, la place du port, le centre-ville. Ça veut dire qu'à la deuxième mandature, si vous êtes maire, ce sera la fin des grands chantiers? Une ville a toujours besoin d'avancer. Non, mais des grands chantiers de cette ampleur. Demain, c'est la gare de Niort. Et la gare de Niort, c'est important en termes d'attractivité. Il y a beaucoup à faire. Le bâtiment est joli, mais il n'est pas accessible. Le stationnement manque. L'intermodalité n'est pas complètement au rendez-vous, même si on a mis un garage sécurisé pour vélo, du vélo en libre accès, comme on l'a vu dans le reportage. On a d'Enfer-Rochereau, quartier prioritaire de la politique de la ville. On a la voirie. On a les pistes cyclables. On est tous d'accord sur le sujet. Avec pistes cyclables, donc ça c'est va pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Niort se transforme, Niort s'embellit. Et Niort s'apaise, ce qui est également une belle chose. Jérémy Robineau, pour vous, l'attractivité de la ville, elle passe par la fin de l'extension des zones commerciales. Racontez-nous.
J'aurais aimé dire un mot aussi sur les chantiers en cours, c'était le sujet. Vous les validez ou pas du tout, ces chantiers ? Alors, nous, en fait, notre principe à Solidarité par Nature, c'est pas forcément que moi je les valide. Globalement, on est dans une optique plus démocratique où, typiquement, ce genre de grands projets, on les soumettrait à référendum. C'est-à-dire que les Niortaises et Niortais seraient consultés et décideraient de si oui ou non ils valident ce projet. Et bien sûr, on s'en tiendrait à leur décision. Donc tout fonctionnerait par référendum chez vous ? On estime que sur les grands enjeux. Oui, absolument. On estime que la démocratie, c'est aussi ça, c'est redonner du pouvoir aux citoyens. Et ça passe sur des grands projets qui sont coûteux, qui sont engageants dans la durée, de les soumettre à référendum, oui. Sur l'attractivité, justement, quelles sont vos propositions ? L'attractivité, il y a plusieurs interprétations possibles. Oui. Pour nous, ça serait finalement imaginer la ville du XXIe siècle, une ville qui attire la population, qui serait plus verte. Ça passe par la végétalisation de l'espace public, avec notamment, on peut imaginer des espèces comestibles et des arbres fruitiers. C'est faciliter les déplacements, c'est un gros sujet, la mobilité. Donc ça serait faciliter les déplacements par la création d'un pôle multimodal, par des déplacements plus faciles à vélo aussi, où les cyclistes peuvent rouler en toute sécurité. On propose aussi d'améliorer l'offre de santé par la création d'un centre municipal de santé. Centre municipal de santé qui d'ailleurs est attractif pour les jeunes diplômés du secteur médical et paramédical qui recherchent justement... Qui serait basé où ? Alors, ça reste à voir. Après, nous, on est dans une optique vraiment de réutiliser l'existant, d'être toujours dans de la sobriété et de ne pas aller dans de nouveaux projets. François Gibert. Je voudrais revenir sur Port-Bouanneau, là. Je vais utiliser une expression triviale, c'est, pour moi, on met la charrue avant les bœufs. Ce projet-là, il est très ancien, d'ailleurs. Hein, la rénovation de Port-Bouanneau, il n'a jamais été réalisé, mais il est ancien de plusieurs mandatures avant, je crois. Et c'est important de rénover ce truc-là. Mais quand on a un projet, on essaie de voir à quoi il va servir, ce qu'on va mettre dedans. Quel va être le lien avec l'urbanisme, la société. Et vous pensez que ça n'a pas été le cas ? Ça n'a pas été le cas. Vous n'êtes pas convaincu ? Non, ça n'a pas été le cas, M. Baloge. Ça n'a pas été le cas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a un bâtiment sur 3 étages, sur 3 niveaux, où on essaie de remplir, mais c'est pas si facile. On a une serre, oui, on l'a rempli tant bien que mal, mais il y a une serre qui va, en principe, ne pas être chauffée pour des raisons écologiques, mais en fait, elle va servir à quoi si on est à moins 8 degrés l'hiver et à 45 degrés l'été ? Donc il y a cette réflexion-là. Elle aurait pu être menée, et on aurait pu même consulter la population sur 2 ou 3 projets, comme ça avait été fait pour la place de la Brèche à son époque. C'est quand même un projet important, structurant. On aurait pu repartir d'un dossier et mettre sur la place publique un certain nombre de choix. C'est pas votre méthode, en clair. C'est pas votre méthode, voilà. Jean-Rémy Charbonneau, j'ai lu que vous vouliez faciliter, d'ailleurs, sur cette discussion-là, Port-Bouanneau, les grands travaux, Piscine Près-le-Roi, la médiathèque, la reconfiguration du quartier de la gare. Du Guesclin. C'est aussi des projets que vous avez votés au conseil municipal ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Oui. Je n'ai pas voté les budgets, par principe, puisque je suis un opposant politique. Mais en ce qui concerne Port-Bouanneau, juste pour dire que c'est moi qui avais eu cette idée, je l'avais lancée dans mon premier tract électoral il y a 30 ans, faire en sorte que la Sèvre redevienne navigable jusqu'à l'océan en passant par différentes écluses. C'est non seulement un lien avec le centre-ville, mais c'est également sur le plan touristique, et personne n'aborde cette question-là. Niort a une vocation touristique puisqu'elle est porte du Marais Poitevin. Donc c'est important que Port-Bouanneau soit un lieu d'accueil et d'acheminement vers le Marais Poitevin. Vous me demandiez les autres chantiers, et un chantier qui, à mon avis, vaudrait la peine d'être mené. Cela dit, cela dépendra des finances, et des finances que l'on a et que l'on pourrait avoir. C'est le contournement de Niort, dont Monsieur le maire, et ce n'est pas un reproche puisque je sais qu'il a hérité de 70 ans de ville socialiste, donc ruinée, comme c'était le cas en 2014. Donc il n'a pas eu le temps de le faire. Mais il faut s'attacher à cela, faire un contournement de Niort, de façon à ce que quand on vienne du sud ou quand on vienne du nord, eh bien on puisse contourner la ville et arroser les petites communes de l'agglomération. Un mot sur l'éducation et la formation universitaire. Vous êtes un petit peu divisé sur la question, on est content de vous entendre. Jérôme Baloge, vous voulez doubler le nombre d'étudiants passant de 2005 à 5000 sur Niort. D'ici 2028. Oui. C'est ambitieux, et notamment vos détracteurs, dont certains ici, disent que vous déroulez le tapis rouge à l'enseignement privé, notamment, on en a parlé, à l'Université catholique de l'Ouest. Vous assumez complètement ou pas ? J'assume complètement l'ambition de faire de Niort une ville étudiante.
On est la plus petite ville étudiante de Nouvelle-Aquitaine, alors qu'on a un taux de chômage de 6%, qu'on a des besoins d'emploi, que nos jeunes doivent partir, qu'on a du mal à les attirer ensuite. Oui, c'est pas normal. Il faut réagir et on a tout pour ça. Et on a plein d'acteurs universitaires qui sont intéressés à se développer ou à s'installer à Niort. Mais ça peut être l'université de Poitiers, ça peut être l'université de La Rochelle. Vous n'aviez pas des bons rapports avec Yves Jean, le président de l'université de Poitiers? On travaille très bien avec l'université de Poitiers. Les universités publiques ont aussi leurs contingences, leurs contraintes financières notamment. L'université de La Rochelle va venir sur le territoire de Niort. Le Conservatoire national des arts et métiers vient et est déjà présent avec une école d'ingénieurs sur les territoires de Niort et va se développer. On achète des bâtiments pour l'accueillir et beaucoup d'autres formations publiques et privées viendront compléter. Niort est une ville tolérante, accueillante et Niort a besoin d'être une ville étudiante. C'est une grande ambition de mandat. François Gibert, sur cette question-là, si vous êtes maire au lendemain du 22 mars, vous remettrez en cause cette signature avec l'Université catholique de l'Ouest et l'école de commerce d'ailleurs aussi, Jérôme Baloge. En tant que chef d'entreprise, quand je prends la suite de quelqu'un, je regarde d'abord les contrats avant de savoir si on peut les annuler ou les reporter. Mais par contre, le problème qui est posé, c'est qu'on achète un bâtiment et on l'offre en location à des prix qu'on ne connaît pas, mais sans doute on facilite l'introduction d'un enseignement privé. Ça pose deux problèmes. Le problème, c'est la gratuité de l'enseignement. L'enseignement supérieur, pour une famille qui est modeste, c'est très coûteux. Et si on veut favoriser l'émergence et non pas une reproduction sociale comme elle fait actuellement, il faut favoriser absolument l'enseignement public. Mais l'accession... Et l'accession, ça c'est le premier problème. Et le deuxième point, c'est un problème de cohérence. Niort, moi aussi, je souhaite qu'elle devienne plus universitaire. Mais la cohérence, c'est qu'on ne va pas mettre faut faire pousser les filières d'excellence, mais on ne va pas mettre en compétition des formations qui sont déjà assurées par le public en incorporant du privé qui est payant. C'est ça les deux problèmes de fond. Jérémy Robineau, vous êtes un petit peu en retard, je tiens à le dire. C'est quoi votre position, vous? Là-dessus, vous rejoignez avec M. Gibert ou pas? Oui, il est intéressant de développer l'université sur Niort, mais ça ne sera effectivement pas par le biais de l'université privée. On considère que les fonds publics, qui sont le produit de l'impôt, doivent servir à financer des services publics qui manquent cruellement de moyens. Et là, je pense en particulier aux écoles élémentaires. Alors, moi, je vois la différence entre Jérémy Robineau et vous sur les questions de l'Université catholique de l'Ouest. Vous, contrairement à M. Gibert, vous regarderez avant ou vous dites non, nous, on ne signe pas? Si demain, nous sommes aux affaires à Niort, on remet en cause l'acte signé par Jérôme Baloge ou pas? Oui, on le remet en cause, effectivement. On s'oppose au fait qu'une université privée vienne concurrencer l'université publique. Il vaut mieux engager des discussions avec l'université de Poitiers, développer des nouvelles formations en lien avec l'économie du territoire, que de développer cette concurrence. Et je tenais à dire, c'est ce que je disais juste avant, que ces fonds publics doivent servir avant nous donc à financer les services publics qui manquent de moyens. Et on pense en priorité à nos écoles publiques qui ont besoin de moyens en matière d'investissement, notamment pour la rénovation des bâtiments, l'accessibilité des enfants en situation de handicap, des adultes aussi. Et en termes scolaires, on a aussi une proposition à faire, parce qu'on parle assez peu d'écologie dans ce débat, et c'est une mesure qui rejoint l'écologie aussi, de proposer un deuxième repas végétarien dans les cantines scolaires, avec une option quotidienne végétarienne et végétalienne. Jean-Romain Charbonneau, sur cette question d'ailleurs de l'enseignement supérieur, vous avez une position, vous l'avez signée, vous, en tant que conseiller communautaire, quand le maire, ici même sur ce plateau, a signé la convention. Oui, parce que moi, le terme Université catholique de l'Ouest ne me fait pas bondir. Je suis de ce siècle et même de ce millénaire. Les guerres idéologiques entre le privé et le public, la guerre contre l'Église, comme je l'ai entendu au conseil municipal. Vous êtes vendéen de cœur, je crois, non? Pardon? Vous êtes vendéen de cœur? Oui, je suis vendéen de cœur, comme les trois quarts des Deux-Sévriens, qui faisaient partie de la Vendée militaire. Je pense que ce débat n'est plus d'actualité. Et une de nos collègues au conseil municipal disait c'est quand même scandaleux de payer, de restaurer le vitrail de Gessé à l'église Notre-Dame, qui est un vitrail unique classé. Donc j'ai horreur de cette guerre sectaire, de ce sectarisme de certains Niortais sur le plan politique et qui sont d'une autre époque. Donc je suis pour le développement du privé en particulier, puisque d'abord aussi le public et l'État a échoué dans un certain nombre de missions. Je suis plus pour des études d'enseignement technique que pour des études universitaires qui sont, comme chacun le sait, et quand j'étais conseiller régional à Poitiers autrefois,
je militais pour que l'université soit du domaine de l'État et non pas de la région. Cela dit, c'est intéressant aujourd'hui de décentraliser, mais que ce soit davantage tourné vers un enseignement technique beaucoup plus ouvert à une majorité de jeunes qui n'ont pas les facultés d'aller dans des universités. Alors, je termine simplement pour dire que... Finissez, mon cher Jean-Robert Charbonneau, parce qu'il faudrait qu'on aborde le dernier thème qui est la fiscalité. À l'encontre de mon collègue qui parlait et de mon autre collègue de gauche. Donc François Gibert et Jérémy Robineau, allez-y. Voilà, ouais. Qui s'offusquaient du fait qu'il y ait une université catholique qui mette les pieds dans le Nord. Je pense l'université catholique de l'Ouest, dans des locaux de l'ancienne UEFM, je pense qu'ils seront encore bien plus attachés au fait de la neutralité quand il s'agira d'une école coranique dans le cadre d'une mosquée niortaise. Alors, dernier thème de cette émission, c'est la fiscalité. Jérôme Baloche, vous avez mené votre campagne 2014 sur le thème du stop fiscal. Ce sera à nouveau le cas en 2020, 2026 ? Oui, je suis le seul à l'avoir dit, à l'avoir fait. Et je le dis à nouveau, nous maintiendrons le stop fiscal, la non-augmentation des taux d'imposition pour la taxe d'habitation et les taxes foncières. Mais les bases, elles, continuent d'augmenter. Les bases ne se relèvent pas du conseil municipal, c'est certain. C'est pour ça que je suis précis et clair là-dessus. Mais on s'y est tenu et ça commence à faire une sacrée différence. Même chose pour les prix de l'eau qu'on a maintenus inchangés durant toute la mandature et on s'y engage. Même chose aussi sur la taxe des déchets que l'on veut incitative. Mieux trier, c'est-à-dire payer moins. Et ça, c'est aussi un vrai engagement. Un vrai engagement, d'autant qu'en 2014, on a trouvé une situation financière qui était très dure, très difficile, un déficit énorme, une dette monstrueuse, et qu'on a rétabli ces finances publiques qui nous permettent aujourd'hui de vraiment préciser clairement notre engagement financier. Il nous reste moins de 2 minutes, une petite question rapide à chacun pour financer vos programmes. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter la taxe foncière, la taxe d'habitation ? Non, nous, on ne touche pas à la fiscalité. Notre programme, il est financièrement réalisable, il est raisonnable, peu coûteux. Donc nous n'augmenterons pas les impôts durant notre mandature. François Gibert. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais insister sur un point qui est la désertification des commerces du centre-ville, parce qu'on n'en a pas parlé. Il faut savoir quand même les contradictions qui existent actuellement. On a permis l'extension de terres de sport pour des commerces, et en même temps, on déplore que depuis 6 ans, le passage Victor Hugo est toujours en déshérence. Ça, c'est pas cohérent. On s'en occupe. Ça, c'est, oui, on s'en occupe. Ça fait 6 ans. Et Ça fait 6 ans, vous dites que vous en occupez. Surface alimentaire nouvelle. Oui, on vous a entendu. Et les terres de sport, c'est la mandature précédente. Sur la relocalisation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En taxe d'aménagement. C'est entendu. En taxe d'aménagement. Et on termine avec Jean-Robert Charbonneau. Réorienter. Monsieur Charbonneau. Je cherchais le taux d'augmentation des milliards de dettes du président de la République. C'est tellement redoutable qu'il n'y a pas de raison d'insister sur ce sujet-là concernant les impôts locaux. J'ai toujours été partisan non seulement de la pause fiscale, mais de la réduction d'un certain nombre de dépenses et du transfert au privé dans la mesure où c'est possible, et la mutualisation entre la municipalité et l'agglomération. Donc là, il y a de quoi faire des économies et il y a de quoi trouver l'argent sans augmenter d'un sou, d'un centime les impôts. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat spécial municipal à Niort. Merci donc à tous les quatre. Ce débat, d'ailleurs, que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet na.france3.fr. Mercredi prochain, 18 mars, nouvelle soirée consacrée au municipal à partir de 21h05. 2 villes seront choisies à l'issue de ce premier tour. Quant à nous, on se retrouve dès dimanche soir à partir de 20h15 pour vous faire vivre donc ce premier tour des élections municipales en Poitou-Charentes. Très belle soirée à tous et à dimanche prochain.